Donc nous représentons le ministère de la Culture, la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, et on est très engagé dans la question de la prévention des risques et dans la conservation des monuments historiques. On va essentiellement vous parler aujourd'hui de monuments historiques. Nous sommes... alors, je puisse... hein, si- oui, c'est ce que je fais, le vert. Alors, la- voilà. Ah, c'est de ce côté-là. Alors, on interrompt. Ah, il faut relancer. Attendez, on s'en est. D'accord. Donc, je reprends mon introduction. Donc, nous sommes des représentants du ministère de la Culture, de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, et nous venons vous présenter notre politique de prévention des risques avec un focus dédié au patrimoine mobilier. Qu'est-ce que c'est que et voilà les trois intervenants. Je suis Judith Kagan et je suis donc entourée de Gaël Pichon-Meunier et d'Éric Blot, chacun avant une mission spécifique en termes de conservation, en particulier des monuments historiques, mais surtout chacun dans nos secteurs, on est très attentif à la question de la prévention des risques. Nous animons un site thématique dédié aux monuments historiques et sites patrimoniaux dans lequel vous retrouverez toutes les informations nécessaires liées à la protection, à la conservation et à la restauration des monuments historiques et des sites patrimoniaux. Dans les derniers chiffres que nous avons, le prochain bilan sort prochainement. Les monuments historiques, c'est plus de 45 000 monuments historiques, dont près de 15 000 classés au titre des monuments historiques et 30 000 inscrits. Mais surtout, il faut savoir que 50% de ces immeubles appartiennent à des propriétaires publics, dont 46% aux collectivités territoriales. Et dans les derniers chiffres que nous avons établis, près de 50% de ces immeubles sont dans des communes de moins de 2000 habitants, ce qui contribue évidemment à une certaine pression auprès des maires responsables de ces petites communes, petites et moyennes communes, car effectivement, ils peuvent avoir de 1 à 5, voire 10 monuments historiques dans leur commune. Dans ces monuments historiques, on trouve près de 300 000 objets, mais ma collègue y reviendra. Et là encore, plus de 80% de ces objets mobiliers protégés, classés ou inscrits sont propriétés des collectivités territoriales. Nous avons un rôle éminent au ministère de la Culture de publication de bilans, et vous retrouverez sur le site du ministère l'ensemble des bilans, le bilan de l'exécution des crédits de conservation, les bilans de la protection, et surtout cette année, nous allons produire l'an prochain le bilan de la commande publique dans les monuments historiques et le bilan des sinistres dans les monuments historiques, ce qui est tout à fait nouveau. Et justement, en parlant de sinistres, nous venons d'établir un bilan décennal, en quelque sorte, sur 10 ans, donc centré uniquement sur les monuments historiques. Ça ne couvre pas l'ensemble de ce qui est comment le patrimoine est affecté sur le territoire national. Merci. Merci beaucoup. Mais ne serait-ce que sur les monuments historiques, ça fait pas loin de 200 événements sur 10 ans, soit une moyenne mensuelle de un sinistre et demi, entre guillemets, par mois, ce qui est assez cohérent avec ce que relèvent d'autres collègues qui établissent cette mémoire des sinistres, en particulier le Bouclier Bleu et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On est dans les mêmes moyennes, donc sur l'ensemble des biens relevant du patrimoine culturel. La diapositive vous montre aussi l'incidence des incendies et dans ces dernières années, l'incidence des événements climatiques. Nous avons aussi établi le bilan des causes.
avec un point de focus sur les incendies en particulier, avec beaucoup de feux qui démarrent pour cause accidentelle, pour cause de négligence, les crèches dans les églises en particulier, pour cause surtout de dysfonctionnement électrique et de malveillance ou pendant les travaux. Mais l'occurrence pendant les travaux n'est pas si importante que ça au regard des autres occurrences. Je vais vous montrer aussi quelques éléments, quelques exemples cartographiés. Nous avons donc réparti par la carte la répartition des incendies, par exemple, causés par des actes volontaires. Et là, on sort du domaine des églises, mais il faut rappeler une manifestation devant l'hôtel de ville de Bordeaux, avec la porte classée monument historique qui a disparu ou quasiment dans le feu. Des incendies causés lors de travaux, et là, il y a une attention particulière à traiter par rapport aux points chauds. Et comme je le disais tout à l'heure, les événements climatiques, que ce soit les inondations ou les tempêtes de ces dernières années, en particulier les tempêtes qui ont affecté la Bretagne ou l'Île-de-France l'an dernier, ou en particulier du point de vue des inondations, des effets collatéraux, c'est-à-dire des effets collatéraux, pardon. Par exemple, Montreuil-sur-Mer, là aussi on sort des églises, mais autant les églises de la région du Pas-de-Calais ont été affectées par les inondations, mais très rapidement et peu. Mais par contre, les sols gorgés d'eau ont provoqué l'effondrement du rempart de Montreuil-sur-Mer. Pour revenir aux églises, voilà ici des exemples dramatiques de ces dernières années. L'église de Descartes, la charpente qui a disparu, c'était un effet de la foudre et d'un problème d'entretien de la captation de la foudre. L'église de Dronay qui a entièrement disparu et où on a perdu énormément d'objets mobiliers. Vous en voyez des détails dans la diapositive. Là, c'était un dysfonctionnement électrique. Et enfin, l'église de Viarmes avec des travaux par point chaud. Tout ça pour dire que l'importance de en tout cas ce que nous constatons, c'est que très souvent certains feux, certains événements pourraient être évités par le biais d'un entretien régulier. On ne parle pas de travaux de grosse restauration, mais d'entretien régulier, de vérification des tableaux électriques, de vérification de l'ensemble des dispositifs nécessaires à la conservation des monuments historiques qui pourraient prévenir certains incendies, en partie tout ce qui est dysfonctionnement électrique ou lié à la foudre. Nous faisons un gros travail de sensibilisation avec le groupement des entreprises monuments historiques, la CAPEB et tous les organismes professionnels pour que les compagnons sur le chantier soient également formés à cette sensibilisation pour éviter les feux en matière lors des travaux. Et en termes d'événements climatiques, on a constaté que les parcs bien entretenus souffraient moins que les parcs qui n'étaient pas entretenus. Après ce panorama des risques, donc il y a un vrai travail de prévention en matière d'entretien. On va retrouver la même chose en matière de vol. Et ce qu'il faut savoir, avant de donner la parole à Karel Pichon-Meunier, c'est que dans les années 2000, il y avait plus de 600 faits de vol qui affectaient les églises. Nous en sommes autour de 100, voire moins de 100. Donc il y a une politique de prévention extrêmement active entre tous les acteurs que Gaëlle va vous présenter. Bonjour à tous. Oui, en effet, tout au long de l'année, nous collectons les informations qui sont relatives au vol et aux disparitions d'objets mobiliers dans les édifices religieux. Nous gérons aussi des cas de redécouverte qui sont des cas plus heureux et également les signalements de sinistres et de dégradations tels qu'un bilan annuel le rapporte grâce au travail d'Amélie Elmestri et de Marianne Sadoun qui est aujourd'hui dans l'assistance, qui collecte ces informations et qui rédige ce bilan annuel. Ce dont nous parlons, c'est 290 000 objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques en France, dans divers lieux de conservation, qui ne sont pas des musées, donc dans des églises, dans des châteaux, dans des chapelles, dans des hôtels de ville, etc. Et on estime à environ 220 000 le nombre de ces œuvres et objets mobiliers qui sont propriété des communes. Sur le graphique que vous voyez ici, ce sont les chiffres qui concernent les œuvres protégées, signalées, volées et les œuvres, la ligne de progression du nombre d'œuvres redécouvertes. Il est important de dire que
que le maire est celui qui alerte en premier lieu les services de l'État et en particulier la direction régionale des affaires culturelles. Cette remontée d'informations est très importante et le premier conseil qui est donné aux maires par nos services qui sont sur le terrain, c'est de porter plainte, de se rendre au commissariat de police ou à la gendarmerie pour déposer plainte. Dans le cas où une œuvre est volée, ou uniquement dans le cas où une œuvre est portée disparue. C'est-à-dire qu'on pense qu'elle devrait être à un endroit précis et qu'on ne la retrouve pas. Donc il n'y a pas forcément eu d'acte de vandalisme ou d'acte d'intrusion, mais si une œuvre disparaît, il faut également porter plainte. Et tout ce travail de collecte et de circulation de l'information, qui est très important, se fait aussi en partenariat avec différents autres services, en particulier l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, l'OCBC, et le service central de renseignement criminel dont vous voyez les logos en haut à droite. Je signale également le travail de la direction de la délégation à l'inspection et à la recherche et à l'innovation, appelée Inspection, du ministère de la Culture, et nous travaillons aussi avec la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'Intérieur. Alors, s'il y a des cas de vol et de disparition, pour mémoire, le vol, c'est la soustraction frauduleuse avec intentionnel, donc tel que le définit le code pénal. Nous avons aussi 2 cas de redécouverte grâce à cette collaboration et à l'enregistrement de chaque dépôt de plainte dans les bases TREMA pour l'OCBC et les bases Psyché. Donc chaque vol est enregistré, ce qui permet de contrôler l'exportation et d'aider le service des douanes à effectuer ce contrôle et qui facilite la photographie en général de manière importante, décisive, facilite les enquêtes de police. Donc 3 exemples heureux. À Toisy-le-Désert, en Côte d'Or, une très belle Vierge à l'enfant qui a été classée monument historique en 1913, qui a toujours été conservée dans son église et qui a été volée en 1976 et dont nous avons qui a pu être réidentifiée et relocalisée en 2015 et restituée en 2023. Localisée en Grande-Bretagne en vente aux enchères. Merci beaucoup. Ce qu'il faut noter dans ces 3 exemples, c'est que ce temps de redécouverte, de recherche de redécouverte peut aller de quelques semaines, quelques mois, voire plusieurs années. Il faut être persévérant et patient. On voit réapparaître des œuvres, on relocalise des œuvres même des années plus tard. Donc les maires sont en général très étonnés qu'on les recontacte quelques années après en leur disant on pense que venez voir, on a de forts soupçons pour que ce soit l'œuvre qui a disparu. Donc le cas de l'Abassé, une très belle croix reliquaire classée encore plus anciennement en 1896. Et puis à Montivilliers, un fragment de retable. Donc c'est tout un retable composé de scénettes multiples de scènes religieuses. Et donc c'est un fragment détaché de ce retable qui avait été volé en 1959 et que nous avons le plaisir de rendre à la commune en 2023. Et le maire a organisé un événement aussi autour de ce retour dans sa commune de l'œuvre, en sachant qu'il y a aussi une phase de restauration qu'il faut prévoir. La direction régionale des affaires culturelles accompagne le maire pour bien sécuriser la réinstallation de l'œuvre dans la commune, voilà, pour que tout se passe bien à l'avenir. Alors, le premier interlocuteur pour le maire, c'est en général le conservateur des antiquités objets d'art, qui est un agent de l'État et qui travaille sur le département. Donc, c'est le premier interlocuteur des communes. Il y a en général un CAOA, un conservateur des antiquités et objets d'art dans chaque département. Il peut y avoir aussi un conservateur délégué des antiquités et objets d'art. Sur les sites des DRAC, vous avez leur nom, leurs coordonnées, et notre bureau peut aussi vous communiquer le nom du conservateur des antiquités et objets d'art de votre département. Il est beaucoup sur le terrain, il donne beaucoup de conseils, il est très passionné, très engagé dans cet accompagnement de chaque commune et de chaque maire et de leurs équipes.
Il a différentes missions et il accompagne le maire dans la question de la surveillance des œuvres dans les églises. Nous avons également mis en place un outil, une application qui aide les communes à vérifier que les œuvres sont bien conservées. Ça s'appelle Collectif Objet et ça permet régulièrement de vérifier l'état des œuvres de manière simple en prenant des photographies. Et il faut savoir que pour les objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques, il y a une obligation de vérification tous les 5 ans, ce qu'on appelle le récollement quinquennal, sur place, avec le conservateur, avec l'affectataire, avec le maire, pour rédiger un bordereau indiquant bien que l'œuvre est là et dans quel état elle est. Et puis j'ai mis quelques conseils, ne pas déplacer les œuvres sans concertation avec le CAOA et pas d'intervention de quelque nature qu'elle soit, sans autorisation pour les objets classés et sans déclaration préalable pour les objets inscrits. Ce qui est important de noter ici, c'est le travail collectif. C'est vraiment une équipe qui doit être constituée, les maires, souvent aussi des associations paroissiales ou des associations de sauvegarde, évidemment le clergé affectataire, mais c'est vraiment une notion d'équipe. Et quand les choses marchent bien, quand tout le monde se connaît, les choses se passent de manière très fluide et c'est très naturel finalement de pouvoir travailler tranquillement, de manière non pas dans l'urgence liée à un phénomène de vol ou de sinistre, mais de travailler à la prévention, de travailler à l'entretien, de travailler tous ensemble à la préservation puis à la valorisation. Alors parmi l'assistance, il y a peut-être des maires qui ont eu à subir ce moment pénible du sinistre ou de la dégradation volontaire ou accidentelle. J'ai renoté ici les peines encourues qui sont importantes. Et un exemple pris dans le Bas-Rhin. C'est important de communiquer tout événement sinistre ou même départ de sinistre pour que nous ayons des retours d'expérience et que nous améliorions tous ensemble collectivement la prévention et la protection de ces biens. Il faut vraiment noter que les dégradations volontaires et les actes de vandalisme sont vraiment importants, effectivement. Et les derniers en date, c'est la ville de Poitiers qui a subi plusieurs heures de dégradation. Et ça va donc alors soit des dégradations qui s'arrêtent à de simples dégradations, entre guillemets, mais ensuite jusqu'à de véritables sinistres où on a perdu pas mal d'objets dans l'église Saint-Hilaire de Poitiers. Si vous voulez retrouver la liste des œuvres de votre commune, vous pouvez utiliser cette plateforme ouverte du patrimoine qui est sur Internet et qui par édifice, par église, qui vous donne la liste des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention ? On va donner maintenant la parole à Éric Blot, commandant de police. Nous avons la chance, au ministère de la Culture, de disposer depuis le début des années 90 de spécialistes, d'experts en matière de prévention des risques, que ce soit des sapeurs-pompiers, des officiers pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ou des commandants de police détachés du ministère de l'Intérieur. Et nous les apprécions grandement depuis des années parce qu'ils nous ont aidés à montrer qu'il y avait des solutions tout à fait simples pour pouvoir gérer l'ensemble de ce parc des monuments historiques. Ils sont regroupés au sein de la mission sécurité, sûreté, audit de la délégation à l'inspection, la recherche et l'innovation. Et je passe la parole à Éric Blot. Bonjour. Donc, nos missions sont détaillées assez sommairement, mais je vous explique un petit peu les organes qui nous sollicitent, soit l'administration centrale, les établissements publics, j'en ai cité quelques-uns, et puis les directions régionales aux affaires culturelles, qui sont le filtre naturel pour toutes nos interventions, quelle que soit la personne morale ou la personne physique qui nous sollicite. Il est impératif qu'on ait le filtre de la DRAC, et la plupart du temps, c'est la conservation régionale des monuments historiques, parfois l'unité départementale d'architecture et du patrimoine, l'UDAP. Donc plusieurs axes dans notre travail. On a un rôle d'officier de liaison donc avec les organes qui ont déjà été cités par Gaël, Interpol.
l'OCBC, le SCRC, de la Gendarmerie nationale qui est à Pontoise, la Brigade de répression du banditisme, qui est à la préfecture de police, et puis la DNRED, ce qu'on appelle la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, avec laquelle nous collaborons parce que la DNRED, les douaniers, sont très efficaces dans leurs actions. Ils touchent directement au porte-monnaie. On a un second volet d'intervention qui est un travail de conseil. Donc auprès des propriétaires publics et privés, et là c'est vraiment très très large parce que ça concerne évidemment les églises qui ont été citées, les cathédrales, les châteaux, les demeures privées. Partiellement, je m'occupe également des musées. Mais donc on a tout un panel à partir du moment où on a des propriétaires qui sont détenteurs d'objets ou de monuments qui sont inscrits ou classés. Ils peuvent nous solliciter. Donc notre travail consiste à se rendre sur site, toujours travailler sur site. Il faut absolument aller voir sur place pour pouvoir identifier les vulnérabilités d'un site. Un travail d'audit qui est le travail rédactionnel qui va de pair donc avec la visite in situ. Une fois qu'on a dressé un constat, il faut établir un rapport de visite ou un rapport d'audit pour apporter du conseil pratique, pour essayer, c'est ça le principe de notre action, toujours essayer d'améliorer l'existant. On dresse un bilan de l'existant et puis par petites touches, parce que souvent les moyens, notamment les moyens financiers sont limités, on essaie d'améliorer l'existant. La prévention du risque, donc avec des organes que vous connaissez certainement, le Bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur, avec un rôle de conseil auprès des communautés religieuses qui sont citées ici, donc les communautés chrétiennes, juives et musulmanes. Alors moi je le dis souvent, dans la sûreté, il y a de la technique, il y a de la technologie, mais il y a surtout du bon sens et de la bonne volonté. Et je vous montre quelques exemples, quelques photographies qui sont réalisées lors de mes visites pour vous démontrer parfois les failles de vulnérabilité qui sont, moi que je trouve assez simples à identifier. Et je dis toujours, c'est pas la peine de me faire venir de Paris. Pour vous dire, par exemple, sur cette photographie, je me rends dans une église où on a eu un vol. Il s'agit là d'une petite statue en pierre. Alors on ne voit pas la statue parce que c'est pas finalement ce qui nous intéresse, mais c'est une petite statue qui peut facilement être dissimulée dans un sac à dos. Et puis le voleur, la personne malveillante peut partir avec sans être remarqué. Et donc je fais la visite. Alors je parle toujours de l'extérieur, bien sûr, on parle toujours de l'enveloppe périmétrique, ce qu'on appelle l'enveloppe bâtimentaire. Et puis on va jusqu'auprès des œuvres, jusqu'à ce qu'on appelle les valeurs. On s'intéresse aux œuvres. Et là vous voyez le système d'accrochage. On a une chaînette avec un mousqueton qui suffit de dévisser pour emporter la statue. Donc là, je veux dire, les voleurs sont des êtres humains, ils vont toujours au plus simple, toujours au plus facile. Et donc là, rien de plus simple que de dévisser le mousqueton et de partir avec la statue. Surtout que vous vous en doutez, on est dans une église où il n'y a personne. Enfin, à part Dieu, il n'y a personne. Donc voilà un exemple, c'est ce que je dis, du bon sens et de la bonne volonté. On est sur un chantier de restauration. Vous le savez, dans les chantiers de restauration, on a systématiquement des intrusions. C'est systématique. Des intrusions ou des tentatives d'intrusion. Avec parfois des intrusions ensuite dans les parties hautes. Les personnes redescendent à l'intérieur du monument. Et puis avec des dégradations qui peuvent être considérables. Puisque parfois on a des incendies criminels où pratiquement la totalité de l'église part en fumée. Et donc là, on est sur l'extérieur, on est sur l'enveloppe périmétrique du chantier, qui est la première ligne de défense. Et si j'ai pris cette photo, c'est encore pour vous démontrer un exemple de bon sens. Avant d'escalader parfois des cloisons, on peut avoir du bardage métallique, du bardage en bois, des treillis métalliques soudés. Là, on est sur un bardage métallique. Plutôt que d'escalader, il suffit simplement de venir avec un tournevis cruciforme et de déposer le système d'ouverture de la palissade de chantier. Donc là encore, vous voyez, quelque chose de très simple, une vulnérabilité très simple à identifier, donc à corriger. Donc il y a des systèmes, on peut corriger facilement. Le premier dispositif consiste avec une meuleuse ou avec
avec une perceuse à faire en sorte qu'on ne puisse plus ensuite dévisser les vis. Bon, là, on est dans une église, une petite église de haute montagne. Je ne vous citerai pas l'endroit où j'ai pris les photographies parce qu'il ne s'agit pas de stigmatiser. Pourquoi église de haute montagne? J'insiste sur le sujet parce que là encore, il n'y a pas de fréquentation. On est en période hivernale, donc il n'y a pas de public, il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas de fidèles. Et donc, il n'y a pas de phénomène d'autosurveillance. On est dans une église où elle est ouverte le matin et fermée le soir. Et la plupart du temps, personne n'est venu en hiver avec des températures hivernales proches de zéro, voire inférieures à zéro. La belle pièce, c'est la pièce qui est à droite. C'est un calice du XVIe siècle. La coupe est en or et le pied est en argent. Alors tout à l'heure, Gaël a parlé des CAOA. Donc là, le CAOA, en la circonstance, avait parfaitement fait son travail d'information, de sensibilisation du maire, en disant au maire, compte tenu de la problématique des vols d'objets mobiliers religieux, notamment s'agissant des objets qui sont en métal précieux, il faut absolument les retirer et les mettre dans un coffre, d'autant que la mairie avait un coffre. Il faut absolument retirer l'objet parce que c'est un objet qui est très vulnérable. Et la problématique des objets, notamment en or, c'est que dès qu'ils sont volés, ils sont vendus et fondus au poids du métal. Pratiquement jamais on ne retrouve les objets en or qui sont volés, hormis le cas du musée d'Aubray qui est un cas exceptionnel. Donc là, le COA avait bien fait son travail. Le maire lui avait dit on a une vitrine, on a une bonne vitrine, avec un vitrage qui est un vitrage SP10. Je ne vais pas trop rentrer dans les spécifications techniques. C'est un vitrage qui fait à peu près 10 mm d'épaisseur. Donc le maire se satisfaisait de sa vitrine, un vitrage qu'il considérait comme sécurisé. On a un encadrement en métal. Et puis vous le voyez en bas à droite, on a un détecteur, un contacteur de bris de verre qui est installé, qui est apparent et qui est fait pour être apparent, pour dissuader. Alors les voleurs, je vous le disais, eux, ils vont au plus simple. Donc les voleurs, ils ne se sont pas attaqués au vitrage, ils ne se sont pas attaqués à l'encadrement, ils sont passés par le soubassement, qui est un soubassement en bois. Et donc le soubassement en bois a été forcé. Tu peux mettre la photo. Le soubassement a été forcé, ça prend quelques secondes, et les voleurs, avec une scie sauteuse, ils ont découpé un disque du diamètre exact du piétement du calice, et ils sont partis avec le calice. Donc effectivement, ils ne se sont pas attaqués à la vitrine et à son encadrement, juste au soubassement en bois. Voilà. Et là, c'est très dommage parce que le travail vraiment de sensibilisation des COA, qui est un travail du quotidien, avait été fait. Et donc inutile de vous dire que ce calice, on ne l'a jamais revu. Là, on est dans une cathédrale. Vous connaissez peut-être l'œuvre, c'est un tableau d'Ingres. C'est le vœu de Louis XIII. Alors moi, je prends toujours cet exemple parce que c'est un tableau qui avait été commandé par le ministère de l'Intérieur, à l'époque où le ministère de l'Intérieur commandait des tableaux, moins des boucliers en polycarbonate et des grenades de désencerclement. Donc un très beau tableau, qui est un tableau, c'est un grand format. Donc sur ce genre de tableau, le risque principal, c'est un risque de dégradation ou un risque de vol à la découpe. Le vol à la dépose, c'est plutôt rare. Il a été prêté au musée du Louvre pendant plusieurs mois et une entreprise spécialisée a mis plusieurs jours pour le déposer. Donc le risque là, on est vraiment sur un vol à la découpe. Donc j'avais dit à mes collègues, le problème de ce tableau, c'est qu'il est en hauteur. Alors c'est pas cette image-là, mais c'est pas grave. Il y avait une autre image, mais c'est pas grave. Le tableau est en hauteur, mais il y avait juste au-dessus, on ne le voit pas sur la photo, un détecteur de mouvement qui avait été réglé pour avoir une ouverture, ce qu'on appelle une ouverture rideau de quelques degrés, 3 à 4 degrés, pour détecter une approche au plus près. Alors moi, mes collègues considéraient que le fait qu'il soit en hauteur, pour une question de présentation, c'était aussi une condition de mise en sécurité. Moi, je leur explique que les vols avec des échelles dans les églises ou les cathédrales, c'est assez commun, et que la hauteur n'est jamais un obstacle insurmontable. Donc on avait ce détecteur qui ne fonctionnait plus parce que quand le tableau est parti au Louvre, le détecteur n'a pas été utilisé pendant plusieurs mois. Quand il est revenu dans la cathédrale, le détecteur ne fonctionnait plus. On est sur un détecteur de quelques dizaines d'euros, donc je leur disais, c'est dommage parce que le seul dispositif de protection
qui n'est pas un dispositif de protection physique, mais électronique, ne fonctionne plus. Donc moi, les collègues m'ont dit, oui, mais il est en hauteur, donc c'est quand même une mise en sécurité du tableau. Alors vous savez, quand vous faites de la pédagogie avec les adultes, vous dites les choses 2 fois et vous n'allez pas au-delà parce qu'après vous êtes inconvenant. Et en continuant la visite dans la cathédrale, on est arrivé, alors c'est pas cette photo-là, c'en est une autre, on est arrivé dans la sacristie qui était ouverte. Le sacristain avait ouvert la sacristie le matin. À l'ouverture de la cathédrale, il était parti parce qu'il revenait ensuite à la pause déjeuner pour la fermer. Et il avait laissé la sacristie ouverte. Et dans la sacristie, on avait une échelle. Et là, grande désolation, grand moment de désolation pour nos collègues, qui n'étaient absolument pas responsables, bien évidemment. Mais donc, on avait un moyen à disposition des voleurs pour pouvoir atteindre le tableau qui était en hauteur, mais qui n'était plus en sécurité. Là, c'était juste avant. Donc, la dernière photo, là, celle-ci, c'est le dernier exemple. On est dans une église à Lyon. L'église Saint-Bonaventure. En 2002, on a un vol. Mode opératoire assez simple. Le voleur se laisse enfermer à l'intérieur de l'église. C'est plus facile de se laisser enfermer à l'intérieur que d'aller fracturer un ventail. Les voleurs se laissent enfermer à l'intérieur. Ils utilisent cette échelle pour accéder à l'œuvre. C'est un tableau de Mattia Preti, évalué à 120 000 euros. Et là, le tableau, ils l'ont volé à la découpe. Donc ça leur a pris quelques minutes. Ils l'ont roulé. Ils ont laissé bien sûr l'échelle et ils sont repartis avec le tableau. Moi, je me rends dans cette église en 2010 pour une visite de sécurisation de plusieurs édifices de la ville de Lyon. Et je constate que l'échelle était toujours par terre 8 ans après. Elle était toujours par terre derrière le maître-autel. Donc là, je dis à mon interlocuteur, c'est ce que je disais, bon sens et bonne volonté. À partir du moment où on a eu un vol avec une échelle, le réflexe naturel, c'est de sécuriser quand on peut pas la remiser parce que on est sur une grande échelle, on ne peut pas la remiser dans une sacristie. C'est de la sécuriser comme on fait dans un immeuble d'habitation, c'est-à-dire que dans les immeubles d'habitation, on a des ascenseurs, on a souvent des échelles en haut de la cage d'escalier pour accéder à la cage d'ascenseur sur le toit. Et donc, dans les immeubles d'habitation, on sécurise les échelles avec un système d'accrochage assez simple, souvent qui consiste en un cadenas. Donc je dis à mon interlocuteur à la ville de Lyon, il faut impérativement sécuriser cette échelle par un cadenas. On installe un cadenas, c'est pas forcément esthétique, mais c'est moins inesthétique qu'un tableau qui a été volé à la découpe. Je me rends à nouveau dans cette église en 2012, et je retourne dans cette église avec mon interlocuteur, et l'échelle était toujours par terre. Et là je dis à mon collègue, je vous dis pas qui c'est, qui est un interlocuteur de la ville de Lyon, je lui dis, je te préviens, je ne reviendrai plus jamais à Lyon tant que l'échelle n'aura pas été sécurisée. Et donc, mon interlocuteur, c'est Bruno, je vous dis pas, a fait sécuriser en urgence par les services techniques de la ville cette échelle. Donc, ils ont fait pause. C'est simple, hein, ils ont installé des systèmes d'accrochage dans la maçonnerie. Ça a été fermé avec un cadenas. Ils m'ont envoyé la photo une semaine après mon passage en me disant, ça y est, c'est sécurisé, tu pourras revenir à Lyon. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, du bon sens et de la bonne volonté. Merci beaucoup Eric. Sur ces considérations, vous avez vu qu'on a beaucoup parlé de préservation, d'entretien, ce qu'on appelle dans notre jargon la conservation préventive, c'est-à-dire qu'on intervient sur l'environnement des biens avant d'intervenir sur le bien lui-même. Ça n'est pas des solutions onéreuses, c'est, comme l'a dit Eric, beaucoup de bon sens, beaucoup de dialogue aussi entre les experts, que sont les représentants du ministère de la Culture, les représentants des services patrimoniaux dans les collectivités territoriales, en particulier certains départementaux sur tout le territoire national, au bénéfice des maires, du clergé affectataire. Je vous ai mis pour conclure une page d'information sur tous les sites thématiques que nous avons déployés au sein du ministère de la Culture, en particulier le site Sécurité Sûreté dans lequel vous retrouvez toutes les fiches pratiques liées à la sécurité incendie appliquées au domaine du patrimoine culturel. Une page aussi très importante qui recense l'ensemble des conseils en termes de plans de sauvegarde et surtout l'ensemble des ressources et des outils en termes de plan de sauvegarde des biens culturels. Ce sont des pages que nous avons développées au sein du groupe Conservation-Restauration du ministère de la Culture, en lien en particulier avec le Centre de restauration et de recherche et de restauration des musées de France et des associations telles que le Bouclier Bleu qui sont présents au salon, tout en face du stand du ministère de la Culture.
notre site que j'ai déjà cité et dans lequel vous retrouverez un ouvrage que nous avions publié il y a une vingtaine d'années qui est tout à fait intéressant parce qu'il permet aux maires, aux associations locales de faire eux-mêmes leur propre évaluation, auto-évaluation, pour ensuite dialoguer avec les services du ministère de la Culture et enfin un site dédié à la circulation des biens culturels dans lequel vous retrouvez toutes les annonces en termes de vol ou de récupération, puisqu'il ne faut jamais désespérer, il y a toujours des solutions possibles. Vous avez vu dans les exemples donnés par Gaël qu'il y a parfois des œuvres qui ressortent une ou deux générations. Très souvent, c'est à la suite de successions que ressortent sur le marché des œuvres. Et nous sommes là, avec l'ensemble des services concernés, pour veiller à les récupérer, à les identifier d'abord, en lien avec tous nos experts, nos historiens d'art, nos conservateurs du patrimoine, et ensuite permettre leur restitution aux maires et à la communauté de la ville ou du village qui en est le propriétaire. Je vous remercie.